La présidente du Conseil d'État, Anne-Emery Torrasinta, est votre invitée ce matin, Béatrice Rulle. Bonjour Anne-Emery Torrasinta. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin, car ce matin, il y a beaucoup de changements à Genève depuis minuit. Et ces nouvelles restrictions décidées en fin de semaine dernière, on les rappelle, fermeture des bars et restaurants à 23h, interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes dans l'espace public, mais aussi dans la sphère privée, plus sport amateur de contact et collectif, le port du masque est étendu. Ce matin, vous vous dites quoi, Anne-Emery Torrasinta, pourvu que ces mesures fonctionnent, sinon c'est la catastrophe? C'est ça, et puis je comprends très bien que la population doit s'interroger. Comment ça se fait qu'on prenne des mesures qui sont quand même rudes pour la vie sociale, pour la vie privée des personnes? Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Il y a une véritable explosion des cas. Et ce que le Conseil d'État et les HUG veulent à tout prix éviter, c'est qu'on soit en situation de devoir choisir les personnes qu'on soigne et celles qu'on laisserait par hypothèse au bord du chemin. On ne veut pas se retrouver dans la situation de la Lombardie ce printemps. Et le seul moyen, c'est d'essayer de casser cette courbe exponentielle. On a exactement la courbe aujourd'hui qui suit la même forme que celle du printemps. Vous l'évoquez, l'explosion des cas. Un chiffre, les cas, le nombre de malades traités au HUG ont quasiment triplé en seulement 10 jours. Il y a les HUG qui ont lancé un appel aux volontaires, alors médical, soignants, administratifs, pour faire face à cette seconde vague qui va être nettement supérieure à la première. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien le directeur général des HUG. Est-ce que nos hôpitaux sont prêts pour cette deuxième vague qui s'annonce finalement supérieure à la première? Alors, bien sûr qu'ils sont prêts, ils font tout ce qu'il faut pour, mais ça veut dire faire des choix, ça veut dire renoncer à d'autres types d'opérations. Et je le répète, on ne pourra pas avoir des milliers de personnes hospitalisées par hypothèse, donc il faut absolument casser la courbe. Hier, on était presque à 300 hospitalisations, dont 36 personnes qui sont soit aux soins intermédiaires, soit aux soins intensifs, donc qui sont quand même dans des situations extrêmement graves. Ça veut dire plus de 10% des hospitalisations sont extrêmement graves actuellement. Et tous ces gens qui sont hospitalisés, si on ne pouvait pas les hospitaliser, un certain nombre d'entre eux mourraient. Donc on doit absolument maintenir une capacité des HUG de prendre ces personnes. Casser la courbe épidémique, c'est le maître mot. Et certains ont des remèdes très forts. On a le professeur Jérôme Puget, un médecin-chef aux soins intensifs des HUG. Il sera d'ailleurs sur Radio Lac mercredi. Et il a expliqué que pour lui, seul un confinement strict permettrait de casser cette courbe. Alors déjà, est-ce que vous seriez favorable à un confinement strict ou bien peut-être un couvre-feu, comme on voit que cette solution est adoptée dans plusieurs pays voisins? Alors, bon, si on parle de couvre-feu, si on parle de confinement strict, probablement c'est des mesures qui devraient se prendre à un niveau plus large qu'au niveau purement genevois, dans l'absolu, mais probablement au niveau fédéral. Je rappelle que la dernière fois, ça avait été dans le cadre de la situation extraordinaire décrétée par le Conseil fédéral. Je pense qu'on va essayer de ne pas en arriver là. Et on en appelle à la responsabilité individuelle de chacune et chacun. Les Genevoises et les Genevois ont été vraiment responsables au printemps. On fait confiance aujourd'hui parce que qu'est-ce qu'on constate? C'est pas tellement dans les lieux professionnels, c'est pas tellement dans les écoles qu'on s'infecte. Quand je suis arrivé ce matin, vous portiez le masque, moi aussi, etc. Mais on s'aperçoit que souvent après, les gens vont boire un verre, prennent l'apéro entre collègues, on va boire un café. Et c'est à ce moment-là, dans ces lieux de rencontre, qui sont pourtant éminemment importants en termes de lien social, mais c'est là que la contamination se propage. Donc c'est pour ça qu'on demande aux personnes, restez chez vous au maximum, allez travailler si c'est nécessaire, faites du télétravail si c'est possible, et puis évitez les contacts pendant quelques semaines, vraiment pour casser cette courbe. J'aurais compris que je ne pourrais pas vous inviter à boire un café juste après. Non, vous l'évoquiez à l'instant que la dernière fois, ça avait été décidé au niveau fédéral. Là, actuellement, tous les cantons choisissent chacun leur solution. On a le canton de Vaud qui a pris des décisions également vendredi. Donc là, les restrictions, c'est pas plus de 11 personnes. Port du masque pour les enfants de 9 à 11 ans. Bref, je ne veux pas perturber tout le monde, mais typiquement, quelqu'un qui habite de l'autre côté de la Versoix, qui travaille à Genève, ce sont des règles différentes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer, je ne sais pas, des solutions un peu identiques, au moins sur le bassin lémanique, où la situation épidémique est quasiment identique? Alors, si on veut vraiment des solutions identiques partout, il faut que ce soit le Conseil fédéral qui prenne la main. C'est pas exclu qu'il le fasse pas d'ici quelques temps. Il a mis en consultation un certain nombre de propositions. Maintenant, le Conseil fédéral avait demandé que les cantons prennent leurs dispositions. La conférence latine des chefs de la santé, à laquelle participe Mauro Poggia, s'était mis d'accord sur un certain nombre de propositions. Et puis après, les différents conseils d'État les ont adaptés. Il n'y a pas des différences majeures, il y a des différences de nuances, mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors, c'est le bon côté ou le mauvais côté du fédéralisme. Un peu brouillé, il y a finalement une indépendance des cantons sur certains domaines, puis en même temps, il faut admettre que ça peut parfois être surprenant. Vous êtes en charge de l'instruction publique et les élèves rentrent à l'école aujourd'hui. Alors, à l'université, on passe à l'enseignement à distance.
dès aujourd'hui, donc jusqu'à la fin du semestre d'automne. Est-ce que ce ne serait pas une mesure envisageable pour le secondaire 2, là où les élèves portent le masque et qui sont donc ceux qui sont porteurs de par leur âge? Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est pas tellement dans les lieux de formation, dans les lieux professionnels que la contamination a lieu, parce que les distances sont respectées ou parce que les personnes portent le masque, ont des mesures d'hygiène, etc. On a vu cet été combien c'était compliqué l'enseignement à distance. L'enseignement sans prof, à proximité, c'est pas idéal. Si on n'a pas le choix, on le fera. On a prévu des scénarios de ce type. Mais donc, au maximum, on va essayer de garder l'enseignement. À l'université, les élèves sont quand même plus autonomes et c'est le cas pour les cours ex-cathédra. Tout ce qui est travaux pratiques sont maintenus. Et dans les HES, par exemple, on maintient, parce qu'il y a beaucoup de travaux pratiques, on maintient les cours pratiques sur place parce que sinon, c'est vraiment au détriment de la qualité de la formation. D'un mot concernant les soignants, ils sont fatigués, ils ont dû faire face à cette première vague. Certains disent pourquoi est-ce qu'on ne se remettrait pas à les applaudir à 21h comme au mois de mars? Est-ce que vous y seriez favorable? Mais pourquoi pas, mais il faut que ça soit un geste aussi spontané de la population. Et ce qui m'avait beaucoup frappé ce printemps, c'est cette espèce de solidarité intergénérationnelle qui allait au-delà des classes sociales, même au-delà des pays. Vous avez peut-être vu circuler sur Facebook ces fameuses vidéos magnifiques où vous voyez des gens qui applaudissaient aux quatre coins de la planète avec qui jouaient de la musique à leurs fenêtres, un petit peu pour les soignants, etc. C'est vrai qu'il faudrait qu'on retrouve un petit peu de cette cohésion-là, en se rendant compte que les mesures que le Conseil d'État ou que les autorités de manière générale proposent sont des mesures difficiles, mais qu'elles sont vraiment pour le bien-être de la population. On fait confiance à la population, il faut qu'elle nous fasse confiance aussi. Pour terminer, Anne-Emmerich Orassinta, vous êtes la présidente du Conseil d'État, vous êtes mère de famille, vous êtes grand-mère. Est-ce que cette crise du Covid-19, elle vous a changé personnellement ? C'est difficile à dire. Je pense qu'on est dans un tel processus où les choses vont tellement vite, on n'a peut-être pas le temps de s'interroger sur soi-même. Certainement, je pense qu'on ne ressort pas indemne de cette crise et qu'avec le recul, je pense qu'elle aura pris à tout le monde, pas seulement à la mère de famille ou à la grand-mère, mais à tout le monde, peut-être un peu d'humilité aussi, de se dire on n'est pas tout puissant, on ne règle pas tout. Il faut accepter que l'homme n'est pas plus fort que la nature. Anne-Emmerich Orassinta, présidente du Conseil d'État. Et puis, on le rappelle encore et encore, les gestes barrières, la distance sociale, le lavage des mains et dorénavant, limitez vos connexions sociales pour empêcher le virus de circuler. Merci beaucoup à vous. Merci à vous et belle journée quand même.